Bonjour à tous, à ceux qui sont sur place et à ceux à distance. Donc, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui intéresse, qui est à la fois assez spécifique et qui peut un peu vous concerner tous, que ce soit là sur l'hôpital ou ou en ville ou dans les autres centres, qui est la question de la gestion périopératoire des patients qui sont porteurs d'un pacemaker ou d'un défibrillateur. Alors, vous savez que les pacemakers, ça devient ancien maintenant. Les premiers datent de la fin des années 50. Et la première description d'interaction entre un bistouri électrique et puis un pacemaker remonte à 77. Alors, vous voyez, à l'époque, il y avait 200 000 patients aux États-Unis, une estimation de 200 000 patients aux États-Unis qui étaient porteurs de pacemaker. Pour un élément de comparaison, on estime qu'il y a à peu près un demi-million de porteurs de pacemaker en France actuellement. Et donc, les défibrillateurs, je ne sais pas, mais ça concerne du coup beaucoup plus de monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut craindre ou attendre au moment d'une opération chez un patient déjà porteur d'un pacemaker? Alors, ce qu'on craint, c'est qu'il y ait une inhibition du pacemaker, que les interférences électromagnétiques viennent simuler une activité électrique sur une ou plusieurs des sondes, et que qu'un patient dépendant de la stimulation cardiaque fasse de ce fait une bradycardie ou une pause cardiaque. A contrario, si la surdétection ne se fait que sur la sonde atriale, si la détection ne se fait que sur la chambre atriale, eh ben, on peut imaginer que le pacemaker suive cette activité atriale qu'il considère comme rapide et qui est, à contrario, un pacemaker qui stimule trop vite pendant l'application du courant. Les pacemakers sont équipés d'un mode de sécurité qui est un mode asynchrone. Si le pacemaker a l'impression qu'il comprend rien à ce qui se passe, eh bien, il peut se basculer dans ce mode de sécurité, qui est un mode qui nous embête pas plus que ça, parce que c'est un mode aveugle, il va stimuler en VOO à 60-70 battements par minute. Et les choses plus exceptionnelles, mais qui ont été décrites dans la littérature, c'est un pacemaker qui se met dans un mode anarchique, quoi, qui s'éteint ou ce qu'on appelle des reprogrammations aléatoires. Enfin, ça peut être un petit peu n'importe quoi. C'est décrit dans des case reports et c'est pas quelque chose qu'on attend en pratique courante. Le mode de sécurité, chez certains pacemakers, il est transitoire, c'est-à-dire que après un certain nombre de minutes où il voit que ça se passe bien, il rebascule en mode normal. Et parfois, ce mode de secours, il reste en mode de secours, et tant qu'on l'a pas reprogrammé, ben, il reste en mode de secours. Alors, comment est-ce qu'on peut minimiser le risque? Ça, c'est les recommandations de l'HAS, j'y reviendrai après. Le premier point, c'est de monitorer le rythme cardiaque. C'est-à-dire qu'il faut que ces patients soient surveillés sur le plan rythmique, avec bien entendu un électrocardiogramme, mais aussi avec une courbe sur le saturomètre. C'est-à-dire que pendant l'application du courant, bah, bien entendu, il y a des parasites effectivement aussi sur l'électrocardiogramme. Du coup, on peut plus suivre le rythme, donc il faut le suivre sur autre chose. Et le bip bip qu'on a en salle, on demande à ce qu'il soit sur la courbe de pouls. Il faut avoir un aimant en salle et on verra. Ce qu'on conseille, en fait, c'est d'apposer l'aimant sur le boîtier. Puis après, c'est des choses de bon sens. Il faut utiliser le moins possible le bistouri électrique, plutôt en bipolaire, puisque le courant va se délivrer plus localement, plutôt avec des énergies faibles, et plutôt de manière brève et intermittente, de manière à ce que même s'il y a une inhibition du boîtier, ben, elle soit brève et intermittente. Donc, ça pose pas de problème sur le plan hémodynamique. Un autre truc qui est important, qui est à rappeler, mais c'est qu'il ne faut pas que le boîtier se retrouve entre la plaque et le site où on applique le bistouri électrique. Parce que c'est que le courant sur une monopolaire va se délivrer entre le bistouri et la plaque, et si le boîtier est au milieu, il y a des risques plus importants et des risques éventuellement électroniques sur le boîtier. Le mode alément, pour retenir qu'il fait passer le pacemaker dans un mode asynchrone, qui est souvent un mode soit VOO, c'est-à-dire il stimule le ventricule et il n'écoute rien. Il stimule à la fréquence sous-aimant, qui est en général aux alentours de 90 par minute. Un double chambre marche en général en mode DOO, c'est-à-dire qu'il stimule d'abord l'oreillette après le ventricule, également en mode asynchrone. Il y a actuellement une marque de pacemaker pour lequel, si on ne change pas la programmation,
l'application de l'aimant ne passe pas le pacemaker en mode VO ou DO, c'est les biotroniques. En réglage usine, ça ne passe pas. Le mode à l'aimant est un mode un peu particulier qui fait une espèce de test. D'abord, ça rallonge le délai auriculo-ventriculaire. Enfin, c'est un truc qui sert un peu à tester plutôt la conduction du patient que le pacemaker. Donc, pour un certain nombre de patients, on pense à reprogrammer ce mode à l'aimant. Pour un certain nombre, non. Donc voilà, il faut que vous sachiez que ça reste un petit peu le trou dans la raquette actuellement, et il est possible qu'un mode à l'aimant ne fonctionne pas en mode VO. L'autre élément qui est important, et c'est écrit dans le protocole qu'on proposera, c'est que il faut faire attention parce qu'on rend le pacemaker aveugle. Et il faut faire attention chez les patients qui ont un rythme spontanément plus élevé. Si vous avez un patient qui arrive en préopératoire avec une fibrillation atriale rapide à 110 par minute, eh ben, il ne faut surtout pas mettre un aimant parce que vous allez forcer le pacemaker à fonctionner à 90 par minute et ça va venir en compétition avec le rythme spontané, avec un risque théorique de stimulation dans l'onde T et puis de fibrillation ventriculaire. Donc, chez un patient pour qui, de manière constatée, prévisible, on a une tachycardie en début de procédure, on conseille de ne pas mettre l'aimant. Le top, ça serait que si pendant l'intervention, on constate que le patient passe en FA, on puisse être capable d'enlever l'aimant, mais là, on en demande beaucoup, je pense. Donc, on précise que ce mode de pacemaker, c'est un mode dégradé, c'est un mode asynchrone qui, de ce fait, ne tient pas compte de l'activité spontanée du patient. Pour un défibrillateur, ça se passe à peu près de la même manière. Alors, ça se passe de la même manière sur le côté pacemaker du défibrillateur, bien entendu. Le risque surajouté, c'est un risque de surdétection d'une arythmie, enfin, de surdétection ventriculaire. Que les parasites puissent être considérés par le défibrillateur comme une arythmie ventriculaire et entraîner une thérapie. En général, c'est des parasites très rapides, donc le défibrillateur a l'impression de voir une fibrillation ventriculaire et la première thérapie qu'il fait, c'est un choc électrique. L'autre risque qui est décrit mais qui est plus anecdotique, c'est que du coup, ils se mettent que l'appareil reconnaisse que c'est des parasites, parce qu'ils ont des filtres particuliers, et que du coup, s'il y a une arythmie ventriculaire vraie qui survient dans ce contexte-là, qu'il soit en mode de sauvetage et que du coup, il en tienne pas compte. C'est beaucoup plus anecdotique et moins problématique parce que c'est un patient qui est scopé, puis s'il doit faire une fibrillation ventriculaire pendant le bloc, on s'en occupe. Les conseils, c'est à peu près la même chose que pour les pacemakers également. Il y a deux petites particularités. La première, c'est la question de l'aimant, on y reviendra. Et la deuxième, c'est qu'on conseille d'apposer les patchs de défibrillation et de brancher le défibrillateur externe, puisque pendant l'intervention, on va inhiber le défibrillateur et il faut qu'on soit en capacité de choquer s'il y a besoin de choquer. Alors, il faut inhiber le défibrillateur et autant on pouvait discuter sur un pacemaker de ne pas apposer l'aimant si jamais le patient était rapide, autant sur un pacemaker, autant sur un défibrillateur, il faut que les thérapies soient inhibées. Et ça, quelle que soit la chirurgie, Ce qu'on fera le plus souvent, c'est l'application d'un aimant. Il faut que l'aimant soit bien positionné. Il faut qu'il reste en place. Donc, ce qu'on conseille, c'est de mettre. Alors, c'est des aimants de cardiologue, comme ils appellent. Là, c'est des gros aimants ronds. Enfin, c'est un truc. C'est pas un magnète de frigo. Et il faut qu'il soit bien appliqué. Donc, ce qu'on conseille, c'est de le scotcher sur le boîtier. Chez un patient pour qui le boîtier est en rétropectoral, chez un patient obèse pour qui le boîtier est en rétropectoral, il arrive qu'on soit un peu en difficulté pour savoir si l'aimant est bien actif. Et ça, c'est le deuxième message de l'aimant sur un défibrillateur, c'est qu'on n'a pas d'action sur la stimulation. Donc, autant sur un stimulateur, on voit si l'aimant marche parce que vous l'appliquez et le patient passe en mode asynchrone à 90, autant sur un défibrillateur, vous n'avez pas cet élément de surveillance, il n'y a pas d'action sur la stimulation. Ce qu'on a sur certains pacemakers, c'est que l'application de l'aimant déclenche une sonnerie. Donc, on a sur les Medtronic, quand vous mettez un aimant, par exemple, ça fait une sonnerie qui dure 2-3 secondes. Sur d'autres, non. Donc, on a toujours un petit peu on peut avoir un petit peu cette arrière-pensée. Il y a quelques
problème qu'on a eu en périopératoire qui venait de là, qui venait d'un patient pour qui on avait apposé l'aimant et finalement l'aimant n'était pas, le défibrillateur n'était pas rentré dans le champ d'action de l'aimant. Si on n'a pas de doute, très bien. Si on a un doute, on peut être amené à reprogrammer l'appareil, à le mettre sur off si on a l'impression qu'on va pas arriver à poser l'aimant, enfin à ce que l'aimant soit actif. La deuxième option d'inhibition, donc c'est la reprogrammation, ce qui sous-entend du coup un contrôle du défibrillateur avant et un contrôle du défibrillateur immédiatement après l'intervention. Et ça, dans notre procédure actuelle et dans la prochaine, ce sera la même chose. On le réserve quasiment exclusivement aux patients pour qui le site opératoire est proche de là où on mettrait l'aimant. Enfin, pour qui on n'arrive pas à poser l'aimant pour des questions d'asepsie au moment. Enfin, faut pas que ce soit dans le champ. Que l'aimant ne soit pas dans le champ. Alors, les recommandations, elles ne disent pas grand-chose. La seule recommandation française qu'on a, c'est l'HAS, qui a fait une fiche assez détaillée que vous pourrez aller voir, qui reprend tout ce qu'on a dit au-dessus déjà, et qui en fait conseille pas grand-chose sur la gestion pré- et post-opératoire. L'élément dans la gestion préopératoire, c'est de s'assurer qu'il y a un suivi du patient. Alors, ce qu'ils disent, je ne sais pas quelle logique ça peut avoir, c'est qu'un pacemaker simple chambre, il faut qu'il soit vu dans les 12 mois avant l'intervention, et un pacemaker double chambre dans les 6 mois. On ne parle pas des défibrillateurs, j'imagine que le triple chambre, c'est encore plus tôt. Mais le message qu'il faut retenir peut-être, et on verra dans les recommandations américaines, c'est qu'il faut qu'il y ait un suivi au préalable, principalement pour savoir si on a des problèmes à attendre sur le pacemaker. Et vous verrez que l'élément clé, en fait, qu'on regarde, c'est la longévité restante du pacemaker. Un pacemaker qui est en fin de vie, qui a moins de 3 mois de longévité, on sait que quand on met l'aimant, on peut l'éteindre. Le fait de mettre l'aimant, ça vient consommer plus, et ça peut être le petit truc qui éteint le pacemaker. Donc, une chirurgie sur un pacemaker qui a moins de 3 mois de longévité, on ne la gère pas pareil il faut qu'il y ait une consultation au préalable. En post-opératoire, vous verrez que c'est le principal challenge. Alors vraiment, ils donnent pas d'informations puisqu'ils disent qu'en post-opératoire, il faut se référer aux consignes du cardiologue référent. Bon. Les recommandations les plus précises, elles sont américaines, elles émanent de l'HRS et elles datent par contre de plus longtemps. L'HRS c'était 2018, l'HRS c'était 2011. C'est une publication qui est très complète, qui est assez intéressante, avec en fait qui est élargie. C'est pas juste le post-opératoire, c'est toutes les sources de rayonnement électromagnétique. Donc il y a la lithotripsie, il y a la radiothérapie, il y a un certain nombre d'autres choses. Il y a également un tableau très détaillé des réponses à l'aimant de chacun des boîtiers. Alors, vous n'avez pas connu ça, mais dans l'ancien hôpital, on avait un grand panneau où on avait la réponse à l'aimant de chacun des boîtiers. Maintenant, c'est assez standardisé et finalement, tous font à peu près pareil. Quand on met un aimant sur un pacemaker en dehors des biotroniques, qu'on implante maintenant, c'est une réponse à 90 par minute, c'est assez standardisé. Mais du coup, il y a une réponse très détaillée qui, du coup, sert pas à grand-chose parce que c'était 2011 et c'est plus à l'ordre du jour actuellement. Ils reviennent sur l'évaluation préopératoire. Eux, ils mettent qu'il faut qu'il y ait une évaluation de moins de 6 mois. Et encore une fois, il y a cette notion surtout de la longévité de batterie. C'est-à-dire qu'on peut avoir une évaluation de moins de 6 mois. Si l'évaluation de moins de 6 mois, elle dit qu'il reste 6 mois de longévité de batterie, il faudra probablement qu'on le contrôle en préopératoire. C'est pas tant la date en elle-même. Encore une fois, c'est principalement la longévité restante au jour de la procédure. Il détaille aussi donc les différentes sources d'interaction électromagnétique. Alors du coup, ils prennent, par exemple, il y a le bistouri monopolaire, la cardioversion électrique, etc. Je ne vais pas tous les détailler. Et il détaille ce qu'il faudrait faire pour chacune des sources auxquelles est exposé le patient. L'élément qui est intéressant sur cette procédure, c'est que pour la plupart de ce qui nous intéresse, que ce soit par exemple pour le bistouri électrique, il conseille un contrôle de l'appareil dans un délai plus long
que ce qu'on fait en pratique dans la plupart des centres en France. C'est-à-dire que nous, on s'impose un délai de 7 jours en général pour un pacemaker, et eux conseillent un délai de contrôle de 1 mois. On ne sait pas trop sur quoi ça repose. Il y a encore une fois pas beaucoup d'études. Au moment des recommandations, il se reposait sur pas beaucoup de données scientifiques. Pour l'HRS, il y a des indications de contrôle plus précoces qui concernent, pour ainsi dire, qui concernent majoritairement les défibrillateurs. Alors, bien entendu, c'est les patients qu'on a programmés avant l'intervention. C'est vrai aussi pour les pacemakers. Si vous avez mis un pacemaker biotronique en mode asynchrone avant l'intervention, il faut le reprogrammer. Donc, un défibrillateur qu'on a éteint avant l'intervention, on le réactive juste après. Et après, il repère des procédures à haut risque. C'est du bon sens, c'est des procédures qui sont proches du boîtier. Donc, toutes les chirurgies cardiothoraciques ou de l'aorte, alors eux, ils étendent à l'aorte thoracique et abdominale. Et les chirurgies superficielles, mais à proximité du boîtier. Bien entendu, les événements qui peuvent survenir en péropératoire, rythmique, que ce soit un ACR, on fait une fibrillation, une asystolie ou nécessité d'une cardioversion électrique. Je vous l'ai remis avant, mais la cardioversion électrique, ça justifie, vous voyez, un contrôle du boîtier immédiatement après. Et après, ils font deux petites exceptions. La chirurgie urgente, on en reparlera, et 2, l'impossibilité d'organiser le contrôle dans le mois. Donc ça, c'est un truc qui est logistique, qui est organisationnel, mais ils ont aussi une organisation avec des centres experts qui peuvent être très loin des patients, et du coup, il y a un certain nombre de patients pour qui ils préconisent un contrôle parce que le contrôle n'est pas organisable sinon. La chirurgie urgente, c'est assez peu détaillé dans ces recommandations, mais il faut retenir que la question principale, on peut presque résumer ça à la longévité du boîtier également. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'idée sur comment était le boîtier avant. Du coup, si on a un suivi, sur une chirurgie urgente en pratique chez nous, on a un suivi qui date d'il y a 8 mois et qui dit qu'il y avait 9 ans de longévité de batterie et pas de problème sur la pile, on fera comme si la chirurgie n'avait pas été urgente. Si les critères qu'on demande aux anesthésistes de recueillir avant l'intervention ont été recueillis, il n'y aura pas forcément besoin de faire urgent. Il y a 2 études qui nous permettent d'affiner un petit peu notre prise en charge. C'est l'étude PACE-STOP et puis l'étude PIMS qu'on verra après. L'étude PACE-STOP, c'est une étude qui date de 2013 qui concernait des patients porteurs de pacemakers et de défibrillateurs. Il y avait 250 patients dans l'étude. Et l'idée de cette étude était de voir quel type de contrôle on pouvait s'affranchir et dans quel cas de figure on pouvait ne pas reprogrammer les patients, mais juste apposer un aimant. Dans cette étude, tous les boîtiers étaient recontrôlés après. Donc, concernant le versant pacemaker, s'il n'y avait pas de bistouri électrique, on ne contrôlait, on faisait rien, comme on fait tout le temps. Après, il y avait la notion de dépendance au pacemaker. Si le patient était dépendant, on ne reprogrammait pas l'appareil et eux ne mettaient pas d'aimant. Si le patient était dépendant, s'il était dans la zone critique, alors la zone critique, je vous l'ai mis après, c'est la zone entre la mâchoire et la xiphoïde, donc tout le bandeau en haut. Si la chirurgie était dans la zone critique, on reprogrammait l'appareil en mode asynchrone avant l'intervention. Donc, on reprogrammait en mode normal après l'intervention. Si ce n'était pas dans la zone critique, il y avait la position de l'aimant et puis un électro post-opératoire qui permettait de définir s'il y avait ou pas besoin de recontrôler le patient. C'est-à-dire que si l'électro post-opératoire était normal, la stratégie proposée, ça aurait été de ne pas recontrôler le pacemaker. Pour un défibrillateur, pas de bistouri envisagé, on ne fait rien. Bistouri envisagé, si c'est dans la zone critique, si la chirurgie est dans la zone critique, on le met sur off en reprogrammant, sinon on met un aimant. Et de la même manière, il contrôle l'électropostop, et ceux pour qui on n'a pas fait de programmation avant, il propose de ne pas les recontrôler après. Encore une fois, dans le cadre de l'étude, ils étaient tous recontrôlés, mais la stratégie était de ne pas les recontrôler derrière. Et le résultat de ça, c'est qu'il ne se passe rien, en fait.
Il ne se passe rien du tout en termes de surdétection, en termes de thérapie inappropriée, de gestion de thérapie appropriée, en termes de problèmes de sonde. Je ne vous l'ai pas évoqué, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème de seuil de stimulation, des choses comme ça. On attend des problèmes électroniques, mais il n'y a aucune raison qu'on attende des problèmes sur les sondes. La mortalité, etc. Donc, le fait de lever le pied sur ces contrôles, et notamment, donc, si on regarde ceux qu'ils n'auraient pas contrôlé là-dedans, eh ben, c'est finalement, eux, ils ne contrôlaient pas les patients qui n'étaient pas dépendants et les patients pour qui on n'était pas en zone critique et avec un électropostop normal. Et pour les défibrillateurs, finalement, c'est tous les défibrillateurs qui ne sont pas dans cette zone critique. Donc, cette étude, elle permet d'argumenter sur la sécurité de certains patients qu'on ne contrôlerait pas dans des conditions données. Dans l'étude PIM, il y a moins de patients, c'est des défibrillateurs. 100 patients sont exclus de ça les patients qui sont dépendants de la fonction de pacemaker. Alors ça, je fais une aparté là parce que je ne crois pas qu'on en reparle après. C'est un petit peu détaillé dans le protocole, mais c'est vrai que c'est des patients qui nous embêtent parce qu'un patient qui a un défibrillateur triple chambre et une ablation du auriculo-ventriculaire, on va mettre les mains effectivement sur le boîtier pour qu'il ne choque pas pendant l'intervention. Il n'empêche que l'aimant ne déclenchant pas de mode asynchrone, le patient fera des pauses au moment de l'application du courant. Donc, dans ces cas-là, on insiste, dans le protocole, on insiste sur le fait qu'il faut faire des tirs courts en monitorant bien le pouls, parce que le patient, à chaque coup de bistouri, va faire une petite pause. L'alternative, ça peut être sur une chirurgie où on sait qu'on va avoir des pauses importantes, de reprogrammer le boîtier avant, en sachant qu'il y a certains boîtiers qu'on n'est pas en capacité de mettre en mode asynchrone. Il y a certains boîtiers qui ne sont pas réglables en mode asynchrone sur un défibrillateur. Donc, les critères d'exclusion, il y en a deux principalement, ceux qui étaient dépendants de la fonction de pacemaker et ceux qui étaient à moins de 15 cm du boîtier dans cette étude, qui n'étaient pas concernés par l'étude. La procédure, vous verrez, est différente selon la zone concernée et selon le type de bistouri, et tous les boîtiers sont contrôlés. Alors, en gros, ils déterminent, et c'est peut-être ce groupe-là qu'il faut regarder, un groupe à faible risque qui concerne les patients qui sont opérés sous l'ombilic, et avec du bipolaire. Après, il y a des patients à haut risque qui sont opérés au-dessus de l'ombilic avec de l'unipolaire et le mix au milieu. Il propose du coup, pour ceux du haut risque, donc au-dessus de l'ombilic avec de l'unipolaire, il les reprogramme systématiquement avant l'intervention et donc après l'intervention. Pour ceux du bas, ils ne font rien. Ils ne font rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aimant dans cette étude. Et pour ceux du milieu, ils font une stratégie un peu classique avec un aimant et puis un contrôleur. Alors, donc les trois trucs sont là, peu importe sur les temps d'intervention. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde est contrôlé après l'intervention dans cette étude-là. Ce qu'il faut retenir aussi, ce qui est un peu pas contre-intuitif, mais ce qui nous fait un petit peu flipper, c'est qu'en fait, vous voyez, il n'y a pas du tout en fait, il ne se passe rien quand c'est en bas, quand c'est en sous-ombilical. Du bipolaire en sous-ombilical, vous n'avez aucune arythmie monitorée, aucun enregistrement par le boîtier, aucune thérapie inappropriée. Voilà. Encore une fois, je rappelle que là, sur une chirurgie de hanche avec du bipolaire, ils n'ont pas mis d'aimant sur un défibrillateur. Alors, la procédure actuelle au change, elle est assez lourde et elle est de plus en plus difficile à tenir parce qu'il y a beaucoup de patients opérés. Et puis, le souhait qu'on avait, c'était de réinterroger un peu cette procédure et de voir si on n'en faisait pas trop, parce que nous, ça nous apporte du travail et ça apporte beaucoup de contraintes aussi au bloc opératoire pour organiser ces contrôles périopératoires. Actuellement, pour un pacemaker, on conseille une inhibition systématique par l'aimant et un contrôle dans les 7 jours qui peut être fait par le cardiologue qui suit habituellement le pacemaker ou par nous, si on ne les suit pas. La problématique à laquelle on est confronté
actuellement, c'est que d'organiser un contrôle dans les 7 jours auprès du cardiologue traitant, eh ben, c'est pas simple à organiser. Ça pourrait arriver à se faire si le patient lance les choses bien en amont, au moment de la consulte annexe, qui est peut-être un mois avant, ça peut marcher. Je ne sais pas si ça marche de temps en temps. En tout cas, les 7 jours sont vraiment un vrai facteur limitant. Pour un défibrillateur, on propose d'inhiber majoritairement par aimant, de reprogrammer si la chirurgie est trop proche du boîtier. Et actuellement, on a de plus en plus de mal à s'y tenir, mais on propose un contrôle avant de déscoper le patient. Alors, c'est un peu de notre faute, hein. On a fait très peur aux anesthésistes pendant des années en leur disant que, suite à un certain nombre de ratés, en leur disant que le patient il pouvait mourir dans le service si on ne le contrôlait pas derrière, qu'il fallait estimer que par défaut, les thérapies pouvaient être sur off. En fait, ça n'arrive pas, hein, mais voilà, actuellement, c'est ce qu'on fait. Actuellement aussi, on est sur une phase de transition. C'est actuellement les infirmières de télécardiologie qui font ces contrôles en post-opératoire, pour l'instant avec une procédure qui ressemble plutôt à la procédure actuelle. Alors, j'insiste sur le fait que c'est une spécificité un petit peu de notre centre et qu'on est très content et très fier qu'elle puisse faire ces contrôles. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, et Sophie qui est là aujourd'hui et pas les deux autres, mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de travailler avec elles autour de ça, mais elles ont une vraie expertise sur la télécardiologie, bien entendu, et puis elles sont bien au point sur ces contrôles pré- et post-opératoires, en post-opératoire. La problématique qu'on a, il y a une double problématique concernant la procédure actuelle. Il y a une problématique de lieu, c'est-à-dire qu'il y a des contrôles des opérations qui sont faites à un endroit où il n'y a pas de cardiologue pour pour contrôler les prothèses. Et c'est le problème qu'on a actuellement sur Saint-Julien, puisque depuis le départ de Rachid Ben Derbous, il n'y a pas tous les jours un cardiologue qui peut contrôler les pacemakers. Et du coup, il y a une vraie problématique, une vraie demande des anesthésistes à ce qu'on leur dise ce qu'on fait là. On n'est pas en capacité non plus pour des questions de tension sur les blocs opératoires. C'est difficile d'opérer tous les patients qui ont un pacemaker sur le site d'Annecy. Et du coup, ils sont en difficulté là-dessus. On peut avoir la même problématique pour les patients qui sont porteurs de défibrillateurs dans les cliniques alentours ou dans certains CH, comme Thonon par exemple, qui n'a actuellement pas de cardiologue sur place. Et puis, il y a d'autres centres où il peut y avoir des cardiologues qui sont en capacité de le faire, mais qui peuvent ne pas être là au moment où l'intervention est faite, comme par exemple, peut-être au CHAL, pendant les vacances de boutique, par exemple. L'autre problématique, c'est une problématique de temps, puisque pour les chirurgies qui sont en semaine, le contrôle du défibrillateur, par exemple, on demande à ce qu'il soit fait en horaire de journée, en fait. Actuellement, c'est nos infirmières de télécardiologie qui les font, donc il faudrait que le contrôle soit entre 9h et 16h, en gros. Et ça, c'est en pratique difficile à faire avec les collègues chirurgiens parce que, par exemple, en maxillo, c'est des chirurgies qui sont faites souvent en anesthésie locale. Et puis, ils vont réserver, ils ont un petit peu comme nous, ils ont l'anesthésiste de 8h à 15h30, donc ils font leur bloc sous anesthésie, et puis ils vont faire la locale avec le défibrillateur en première position de leur chirurgie sous locale, mais du coup, le patient, il sort à 17h, et puis les infirmières sont plus là, et du coup, ça arrive sur le BIP ou sur la garde. Enfin, bon, c'est assez difficile à mettre en place. Et encore une fois, s'il faut le faire, on verra pour quel patient il faut le faire, et on le fera. Mais de le faire pour un patient pour qui on estime au final que peut-être ça n'a pas d'intérêt de le contrôler, ou en tout cas pas en urgence, il ne faut plus qu'on le fasse. Et puis, il y a la question des délais de 7 jours pour les pacemakers qui est dur à tenir actuellement. Donc, l'idée de cette procédure, c'était d'essayer d'affiner les niveaux de risque des patients et puis d'être plus pragmatique dans le contrôle périopératoire. Également de redéfinir des délais plus compatibles avec la pratique et puis de s'appuyer plus sur le télésuivi des patients. On verra ce qu'on craint en fait sur un boîtier de défibrillateur, en gros, c'est qu'il soit sorti de son mode normal.
Et ça, un télésuivi du défibrillateur, c'est suffisant pour avoir cet élément-là, en sachant qu'il n'y a pas de problématique de son, donc on n'a pas besoin de relancer des tests de son chez ces patients. Alors, le tableau paraît peut-être un peu indigeste, mais je suis intéressé de voir s'il est compréhensible, parce que c'est le tableau central de la nouvelle procédure. Le principe de ce tableau, c'est de définir 4 groupes de risques. Imaginez que le groupe rouge est plus à risque que le groupe vert. Après, le groupe de risque est défini par l'item le plus péjoratif, c'est-à-dire que là, si vous avez un pacemaker pour une chirurgie à moins de 10 cm du boîtier, de fait, vous êtes en groupe 1, vous êtes en groupe à haut risque. Donc, du coup, il faut le lire de la droite à la gauche. Et finalement, si vous avez un pacemaker la chirurgie est en sous-ombilical, utilisation de bipolaire, on ne contrôle pas. On aurait pu faire le choix, et peut-être qu'on le fera sur une procédure future, de mettre les défibrillateurs là-dedans. C'est-à-dire qu'encore une fois, dans l'étude PIM, c'est des défibrillateurs en sous-ombilical, en bipolaire, et il n'y a pas de contrôle de ces prothèses derrière. Donc peut-être on affinera, on n'a pas eu le souhait de sortir les défibrillateurs d'un contrôle, mais pour l'instant, un pacemaker sous-ombilical bipolaire, il n'y a pas de... alors on conseille, nous, dans notre protocole, de quand même mettre l'aimant, peut-être aussi que ce sera quelque chose qui sera affiné, mais en tout cas, c'est des patients qu'on ne contrôlerait pas. Une chirurgie en sus-ombilical hors zone cardiothoracique ou simplement sous-ombilical avec de l'unipolaire, pour un pacemaker, on va proposer un contrôle dans les 30 jours qui peut se faire soit en consultation auprès du cardiologue traitant, soit en consultation classique sur le change auprès des infirmières de télécardiologie, soit en télésuivi chez les patients qui ont un télésuivi. Donc, quand on dit en télésuivi, ça veut dire aussi qu'un patient qui est opéré sur Saint-Julien, par exemple, ce qu'on demande à l'anesthésiste, c'est de dire au patient de partir en hospitalisation avec son télétransmetteur et le jour de la chirurgie, après la chirurgie, il envoie une télétransmission, éventuellement, s'il est en ambulatoire, il peut refaire ça de chez lui, mais s'il est en hospitalisation, il peut faire ça directement de sa chambre et on a l'information du contrôle post-opératoire sans avoir à faire venir le patient. C'est ce qu'on proposera aussi, par exemple, pour Thonon, s'il nous sollicite pour des contrôles. Tu parlais de l'aimant, ça apparaît pas dans le tableau là, mais vous faites l'aimant pour tous. On fait, ouais, c'est ça. Pour le pair opératoire, ce qu'on conseille, c'est un peu la même chose que ce qu'on avait. Enfin, c'est la même chose. C'est ce qu'on demande à l'anesthésie. Je ne sais pas si je le remets après. Je parle après. Pour un patient qui a un défibrillateur, on considère que ces patients, on considère dans cette procédure que les patients nécessitent un contrôle. Encore une fois, peut-être que c'est quelque chose sur lequel on reviendra sur une procédure future, mais on considère qu'ils doivent être contrôlés pour l'instant, y compris sur une chirurgie en sous-ombilical et en bipolaire, et simplement on élargit un petit peu le délai de contrôle. On dit que c'est un contrôle qui doit se faire dans les 48 heures et sans avoir à télémétrer le patient après l'opération. Ce contrôle, on propose qu'il soit fait soit en consultation classique, soit en télésuivi. Encore une fois, on imagine que pour les patients qui seront opérés en dehors du site d'Annecy, on proposera exclusivement des télésuivis, quoi. Pour les patients en ambulatoire, c'est probablement aussi vers ça qu'on peut aller si on n'arrive pas à organiser le contrôle à J0. Dans la procédure, en ambulatoire, quelqu'un qui a un défibrillateur, on demande aux anesthésistes d'organiser le bloc à un horaire qui permet un contrôle dans la journée. S'ils le font, ils le font, c'est très bien. S'ils ne le font pas, en dehors d'une chirurgie particulière, mais s'ils ne le font pas, on ne fera pas le contrôle. On fera le contrôle, le patient rentre, il fera un télésuivi. Pour les DEF, ils ont tous de toute manière un transmetteur. Donc, on ne fera pas revenir le patient, mais on fera un télésuivi. Et après, il y a le groupe à risque qui va pas représenter forcément beaucoup de patients. Donc, c'est principalement, en fait, dans ce qui est anticipable, c'est principalement le site de la chirurgie. Et c'est les chirurgies cardiothoraciques. On a sorti l'aorte abdominale. L'aorte abdominale de ce site à haut risque, puisqu'elle n'est pas citée dans toutes les procédures. Mais c'est, alors, bon, on a mis moins de 10 cm. On était embêté sur les 15 cm, parce que 15 cm, on avait peur que ça arrive à la maxillo. Et la maxillo, ça représente
à la fois pas mal de patients sous local, et à la fois dans l'étude PIM et dans l'étude PayStop, c'était, dans l'étude PayStop, pardon, c'était sous la mandibule, Ouais, c'était pas la les distance. zones à haut risque. Donc, le 15 cm, il venait de l'étude PIM où c'était un critère d'exclusion de l'étude. Donc, on a estimé qu'on pouvait rester plus proche du boîtier. On a mis 10 cm dans la procédure. Donc, ça, c'est anticipable. Et au moment de la consultation pré-anesthésique, on demande à ce que ce soit organisé pour un contrôle à J0, donc en heure ouvrable, et avant de déscoper le patient, pour qu'on retourne à un truc comme avant, comme pour les défibrillateurs actuellement. Et ça, il faudra qu'on s'y tienne. Et moi, je tiens à ce qu'on soit très pédagogue sur ces patients-là, c'est-à-dire qu'un patient de chirurgie vasculaire qui est opéré de l'aorte thoracique, il faut que ce soit organisé comme ça. Il faut que la chirurgie, elle soit en première position pour que le contrôle y soit faisable. Et sur ce type de chirurgie, c'est pas très problématique parce qu'ils vont aller aux soins intensifs ou en réa derrière, donc ils seront encore scopés. Mais une chirurgie d'épaule pour qui ils ont organisé le truc à 17 heures, ils se débrouillent. Et puis ils gardent le patient en salle de réveil s'il faut jusqu'au lendemain, peu importe. C'est organisé et il faut pas qu'on se mette en difficulté. Il faut pas que ce soit le cardiologue de garde qui aille le faire. Ça, c'est prévisible et il faut que ce soit prévu. Après, pour tout ce qui n'est pas prévu, on s'adapte. Et tout ce qui n'est pas prévu, en fait, c'est tout ce qui se passe en périopératoire, enfin péropératoire et en post-opératoire immédiat. Et en fait, c'est soit des événements, soit le DEF qui choque, soit une arythmie qui nécessite une cardioversion électrique. La sonnerie du DEF, alors probablement qu'on la sortira de la procédure. Théoriquement, quand on disait sonnerie du DEF, c'est quand le DEF il voit une alerte, il sonne. La problématique qu'on a, c'est qu'un DEF Medtronic, par exemple, si vous mettez l'aimant dessus, il sonne, mais pour dire que l'aimant a été apposé. Donc, on a peur que ça mette tout le monde dans cette catégorie-là. Peut-être qu'on enlèvera. Et après, il y a la question de la bradycardie. Alors, la bradycardie, on était embêté pour l'écrire parce que vous savez qu'un DEF, la fonction PES d'un DEF est souvent réglée 30 pour les patients qui ne sont pas dépendants. Donc, on a séparé la fréquence d'alerte et on a mis qu'il fallait considérer ça comme une anomalie si la fréquence était à moins de 50 chez quelqu'un qui avait un PES ou à moins de 30 quand le patient avait un DEF. Petite nouveauté aussi, on demande un électro post-opératoire qui sera fait au réveil, sur lequel on va principalement regarder la fréquence avec les mêmes cut-offs. Si la fréquence est à moins de 50 pour un PES, moins de 30 pour un DEF, ça justifie d'un contrôle avant de déscoper le patient. Donc ici, c'est PES et DEF finalement. La cardioversion électrique, un choc électrique externe, ça justifie le contrôle, y compris d'un PES. Et donc, de fait, c'est un contrôle. Alors, j'ai mis contrôle classique. Peut-être que c'est imaginable de faire ça en télésuivi si jamais le patient est opéré à Saint-Julien, mais ça sous-entend à ce moment-là d'amener le transmetteur en salle de réveil, de transmettre. Je ne sais pas comment on fera en pratique. J'espère que ça ne concernera pas grand monde. Le rôle de l'anesthésiste est vraiment important. Il faut qu'il s'assure qu'il y a un contrôle récent et notamment pour savoir si on n'est pas en dessous de ce fameux cut-off de 3 mois de longévité résiduelle. C'est important aussi parce qu'on lui demande d'organiser, parce qu'il faut organiser le contrôle et pour un patient qui a un pacemaker qui va être opéré d'une hernie, il faut qu'il ait joint le cardiologue qui assure son suivi. Alors, si c'est nous, c'est nous. Si c'est pas nous, c'est son cardiologue traitant. Pour déjà programmer en amont ce contrôle à 1 mois de l'intervention. Et j'imagine que ce sera quelque chose qui sera en tout cas plus facile à organiser qu'actuellement les 7 jours. Il doit demander aussi au patient d'amener son télétransmetteur en hospitalisation s'il en a un. Et puis, plusieurs messages importants, mais pas de Scala. Actuellement, il y a quelques pacemakers qui sont opérés en Scala. Et en dehors des problématiques de contrôle post-opératoire, le problème, c'est surtout qu'ils ne sont pas scopés, en fait, en Scala. Il n'y a pas de scope. Pas de scope, pas d'anesthésie, donc c'est à ne pas faire. Il faut que le service de télécardiologie soit prévenu de l'intervention si c'est nous qui sommes responsables a priori du contrôle post-opératoire.
Si le patient a déjà son rendez-vous auprès de son cardiologue traitant pour le contrôle à 15 jours de son pacemaker, mais il n'y a pas besoin. Si c'est un groupe imprévisible, eh ben, il faut le faire sur Annecy, et plutôt en début de programme. Et si c'est un groupe 4, il n'y a rien de particulier à faire.